tu veux que je commence? C'est quand tu veux. Moi, Et après, je peux couper. Donc. Ah ok. Bon alors c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Filles Expat, la chaîne qui vous dévoile les aventures de filles francophones qui ont osé tout quitter pour vivre aux quatre coins du monde. Chaque semaine, Kelly vous fera découvrir une nouvelle destination, une nouvelle histoire à travers ses interviews. Préparation au départ, appréhension, découverte et adaptation aux nouvelles cultures, vous verrez à quel point chaque expérience peut être différente mais toujours très enrichissante. Donc si vous songez à vous expatrier ou que vous êtes simplement curieux de savoir comment on vit au Chili, au Danemark ou encore à Taïwan, on vous dit welcome! Le but de Kelly à travers ses podcasts est de partager avec vous le vécu, le ressenti des unes et des autres. Expatriée elle-même 9 ans entre les États-Unis et le Canada, passionnée de voyage et surtout grande épicurienne, et je sais de quoi je parle, elle adore partir à la rencontre de nouvelles personnes et échanger les points de vue. Allez, c'est parti, embarquement immédiat, bonne écoute! Salut à toi qui nous a glissé dans tes oreilles aujourd'hui. Vous allez le découvrir très rapidement. Mon invitée du jour a un profil très atypique et j'ai hâte de commencer ma discussion avec elle. Mais avant ça, petit rappel à tous ceux qui nous écoutent via l'application Apple Podcast. Apple Podcast, c'est ce qui a lancé les podcasts et donc au jour d'aujourd'hui, c'est la seule plateforme qui nous aide à améliorer la visibilité de notre chaîne. Donc si vous pourriez prendre quelques secondes pour me laisser un petit commentaire et pourquoi pas 5 étoiles si vous avez apprécié ma conversation. Comme ça, gratuitement, vous allez pouvoir m'aider à rendre Filles Expat plus visible. Voilà, maintenant je vais laisser la parole à Katia. Donc Katia, peux-tu commencer par te présenter en nous disant ton âge et la ville où tu te trouves actuellement? Salut Kelly, merci à toi de m'accueillir pour ce moment. Alors j'ai 34 ans, j'ai habité à Paris toute ma vie, dans la banlieue parisienne, et maintenant je suis en Inde, plus précisément dans l'Himalaya. Oui, d'ailleurs quand je faisais mes petites recherches, j'ai découvert que tu étais dans l'Himalaya et j'étais waouh, tu dois avoir des paysages à couper le souffle. Complètement. J'ai hâte d'en découvrir encore plus et que tu me partages tout ce que tu as fait, mais du coup avant d'en arriver sur l'Inde, est-ce que tu pourrais nous dire déjà depuis combien de temps tu y es et comment tu en es arrivé à être en Inde au jour d'aujourd'hui? Alors là, en Inde, ça fait à peu près 1 an et demi, pour arrondir, 1 an et demi. En fait, depuis la situation internationale, je suis ici et je suis vraiment arrivée juste avant qu'ils ferment les frontières. Et quand on m'a dit que c'était soit tu restais, soit tu partais, j'ai décidé de rester. Donc voilà. Avant de partir en Inde, déjà, que faisais-tu dans la vie? Si tu peux nous en toucher quelques mots très brièvement. Et comment tu as fait justement pour faire ce saut? Parce que toi, si je me trompe pas, au départ, c'était juste un voyage. Alors, tout a commencé il y a 4 ans. 4 ans, j'ai travaillé, CDI, fonction publique, sécurité privée. J'ai fait un premier voyage seul au Népal. Alors tout a été une première pour moi. Voyage seul, pays étranger, l'Asie pour la première fois. Et j'y suis restée 2 semaines. Et ce voyage au Népal a changé. J'ai eu un déclic. C'était vraiment un voyage où j'ai découvert une autre culture, une autre ambiance. J'ai marché pendant des heures et des heures sur l'Himalaya parce que c'était un trek accompagné de yoga. Génial. Et en fait, après ça, je suis rentrée. C'était des vacances. Tu sais, tu pars, tu rencontres du monde sur ton chemin. Et quand je suis rentrée en France, à Paris, j'ai dit ouais, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui est c'est plus compatible avec ce que je fais. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé là-haut, parce je pense qu'on sous-estime parfois la valeur et le pouvoir des montagnes. En particulier l'Himalaya. C'est quand tu es au milieu de ces montagnes, tu te rends compte que tu n'es poussière, tu n'es rien. C'est clair. Donc tu rentres après dans ta vie, tu travailles, tu vas à ton sport, tu vois tes amis, tu vois ta famille. Il y a quelque chose qui manque, vraiment. Et en fait, ça a mis 1 mois, véridique, 1 mois pour donner ma démission. Dans 1 mois, je dépose ma lettre et à la fin, je suis partie. Je trouve que justement, c'est bien d'aller vite parce que moi, tu te poses pas trop de questions. Tu dis non, je suis pas comme ça. Voilà. En plus, j'ai envie de dire, entre Paris et le Népal, tu passes quand même
d'une ville qui quand même, c'est un peu le chaos Paris, hein. C'est le métro, il y a du monde, on est les uns sur les autres, et j'imagine que le Népal c'est ouvert, c'est la nature, c'est un peu, c'est quiet, c'est le calme, c'est le silence, et là tu retournes dans le chaos, ça devait faire quand même un sacré changement en effet. Alors, tu as le chaos moderne de Paris et tu as le chaos ancestral du Népal. Et franchement, ouais, parce que le Népal, Katmandou, c'est la ville la plus peuplée du Népal. Tout le monde est concentré vraiment là-dedans. Mhm. Et donc, quand tu arrives à Katmandou, c'est une autre sorte de chaos. D'accord. Tu vois, entre les voitures, les klaxons, la pollution, les gens qui viennent, et toi aussi des vaches dans les rues. Bien sûr, donc tu as de la place pour tout le monde. Ouais, c'est une autre sorte de chaos. Mais bizarrement, qui m'a attirée beaucoup plus et qui m'a donné envie de revenir. Super. Parce qu'après un mois, j'ai déposé ma démission. Donc, dans le même temps, j'ai préparé, j'ai regardé qu'est-ce que je pouvais faire. J'ai dit, je retournerai là-bas. Je retournerai. Je ne sais pas comment, quand et pourquoi, mais j'y retournerai. Et en fait, le tremplin, ça a été une association. Disons que ça a été ma motivation pour partir. Donc, je suis allée dans une association, dans un orphelinat, pour quelques semaines. Et à partir de là, le voyage a commencé. C'était dans la même année, hein, tout ça dans la même année. Premier voyage au Népal. 4 mois après, j'étais de nouveau au Népal. J'ai démissionné, tout lâché. Cette association, tu l'as trouvée comment exactement ? Sur Internet, tu sais, sur les réseaux, en faisant des recherches, tu as des groupes Népal pour tout ce qui est associatif. Et ensuite, j'ai trouvé ça. C'est une association qui propose beaucoup de choses pour essayer de développer le pays. D'accord. Donc moi, je pense que j'ai pris le plus grand challenge pour moi, c'était les orphelinats. Mhm. Parce que les enfants et moi, c'est une grande histoire d'amour. C'est ironique. Je te comprends. Et donc, je me suis dit, bon, je vais pas aller aider les femmes, je vais pas aider les ouvriers, je vais aider les enfants. Parce que voilà, je voulais me challenger. Donc, je suis restée avec eux, j'ai vécu avec eux, j'ai mangé avec eux, j'ai joué avec eux. Bref, j'ai vraiment tout fait avec eux. Et ça a été vraiment le tremplin pour le commencement de ma nouvelle vie. Parce qu'à partir de là, tout a changé. Ma vision, je me suis découverte parce que je suis restée à peu près 3 mois au Népal. J'ai fait, après cette association, j'ai fait du yoga tous les jours, 2 fois par jour dans un studio. C'était vraiment... c'était une révélation vraiment pour moi, ça. Le yoga aussi a été une révélation parce que j'étais complètement ignorante de ça. Tu sais, on entend parler de yoga, on entend parler de prendre soin de soi. Mais quand tu vas vraiment à l'intérieur de cette discipline, tu te rends compte que c'est plus que des postures, qu'on n'est pas là juste à bouger, à se relaxer, à respirer. C'est quelque chose vraiment que tu vas chercher à l'intérieur de toi. Mhm. Donc, je suis allée en ashram, je suis restée beaucoup, beaucoup de temps en ashram. L'ashram, c'est une école où tu apprends la philosophie du yoga. Super. L'art du yoga. Le style de vie du yoga. Est-ce que tu faisais du yoga avant ou c'était vraiment une découverte pour toi ? La toute première fois que j'ai fait du yoga, c'était au Népal. Donc, pour mon premier voyage. D'accord. Je faisais du sport. Ouais, tu fais du pilates en salle de sport. Mais rien à voir. Tu te dis, c'est peut-être la même chose. Non. Le pilates, c'est le pilates. La relaxation, c'est la relaxation. Le stretching, c'est le stretching. Et le yoga, c'est une philosophie de vie, avant tout, avant que ce soit des postures ou de l'acrobatie ou de la flexibilité. Mhm. C'est trouver de l'alignement avec toi-même. Faire un avec toi-même et avec le reste du monde. D'accord. Je vais te poser une question un peu personnelle, mais toi, du coup, quand tu as tout claqué, posé ta dème, je pense que tu as dû rendre ton appart, etc. et que tu as pris ton billet d'avion pour partir avec cette association. Est-ce que tu avais beaucoup d'argent de côté ou tu avais juste quelques milliers d'euros ou peu importe, tu n'es pas obligé de nous dire le chiffre exact, mais est-ce que tu avais quand même une sécurité financière qui t'éliminait certaines peurs en fait ? J'avais quelques économies. J'avais quelques économies parce que quand tu lâches des affaires, tu vends des choses, tout ça. Disons que pour un moment, je m'étais dit, ok, je prends mon billet d'avion et on verra ce qui se passera. À la base, je voulais faire un tour du monde. Bon, j'ai fait le tour du Népal. Mais ça a été déjà une grande... Je pense que ça vaut plus que le tour du monde.
Parce D'accord. que le Népal, c'est vraiment un trésor caché. Parce que c'est une culture qui peut faire peur quand tu viens de la vie moderne. Ah, c'est sale, ah, ça pue, ah, c'est le chaos, ah, les routes, elles sont comme ci, ah, c'est comme ça, ah, il y a des vaches partout. Ouais, mais en attendant, les gens, ils sont très accueillants, ils sont là pour t'aider. Tu apprends énormément. Oui, je pense que ça a été une quête spirituelle, sans le savoir, parce que à la base, c'est parce que je suis une grande voyageuse de base. C'était vraiment une quête spirituelle pour moi. Et après le Népal, parce que tu as un visa de 3 mois seulement au Népal, que tu peux renouveler pour l'étendre à 5 mois. Et moi, j'ai voulu partir. Donc, j'ai continué mon chemin. Donc, j'ai fait après, j'ai fait la Thaïlande, j'ai fait la Malaisie, j'ai fait Singapour, bref, tout ce côté d'Asie. Mhm. Et entre-temps, et après, je suis allée en Inde. D'accord. Par hasard, comme ça, en Inde, j'ai voulu voir ce que c'était. Tout le monde me dit, ouais, faut que tu ailles en Inde, faut que tu ailles en Inde, visiter. Ok, d'accord. J'étais pas prête à ce moment-là. Donc j'ai repoussé. Donc j'ai fait les pays comme la Malaisie, qui est magnifique aussi. Vraiment, c'est un bijou caché aussi. Mhm. J'ai fait l'Indonésie. Et l'Inde n'est pas arrivée tout de suite. C'est après, j'y suis allée. Et pareil, je suis allée en ashram. Parce que après, à travers tout ça, le yoga, ça a été vraiment mon quotidien. Disons que c'était vraiment plus quelque chose d'extraordinaire. C'était vraiment mon quotidien. Donc, je voulais apprendre plus. En ashram, il n'y a que l'ashram où tu peux vraiment grandir là-dedans, vraiment, et d'en faire ta philosophie. Et en parallèle, j'ai étudié l'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est la médecine indienne. L'Ayurveda. C'est Ayurveda. Ah, Ok. Ayurveda. Ayurveda, c'est la médecine indienne la plus vieille du monde. C'est la première médecine du monde qui a 5000 ans. D'accord. Et en fait, c'est la connaissance de la longévité de la vie. Comment avoir une belle et longue vie à travers l'Ayurveda. Trop bien. Voilà, rester jeune avec l'Ayurveda, tu vois, 34 ans, pas de rides. Fais du yoga et follow l'Ayurveda. Ça, c'est ma devise. Trop bien. Mais du coup, quand tu nous dis t'allais apprendre ça, tu peux un peu nous expliquer comment ça se passe justement? C'est une école, c'est un organisme. Comment tu trouves tout ça? Parce que s'il y en a qui nous écoutent et qui sont intéressés à apprendre un petit peu plus là-dessus, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Alors, le yoga, je dirais que c'est vraiment, que ce soit au Népal ou en Inde, donc c'est pareil, hein, c'est des écoles. Enfin, c'est pas des écoles, on ne peut pas dire que c'est des écoles. C'est trop administratif, c'est trop institutionnel. Mais disons que c'est un lieu de vie où c'est tenu par des volontaires, la plupart du temps, c'est des bénévoles qui tiennent ça. Et tu as l'enseignement par des maîtres, tu vois. Mhm. Et c'est en fonction de là où j'étais, c'est du bouche à oreille. À chaque fois que j'allais dans ces endroits-là, et mon tout premier ashram, c'était au Népal. Et après, j'ai tout fait en Inde. Tout en Inde. Et oui, la plupart du temps, c'est du bouche à oreille. Et donc du coup c'est payant ou comme c'est basé sur le bénévolat, du coup c'est gratuit pour ceux qui y vont? La base de l'ashram, c'est sur donation. C'est des contributions. Ils disent pas que c'est payant, mais tu contribues au bon déroulement et à ton apprentissage. Ok. Donc c'est sur donation. Donc il y a un prix recommandé pour dormir, pour le logement, pour la nourriture et pour les cours. Et voilà, tu restes autant de temps que tu veux. Généralement, tu partages la chambre avec une ou deux personnes. Si tu veux avoir ta chambre privée, bon, il y a des extras, certainement. Et en fait, l'ashram, il a une vie. Donc tu te lèves tôt. Ils appellent ça un sadhana. Sadhana, c'est une routine spirituelle. Tu te lèves tôt, tu fais des pujas, c'est des prières, des mantras avec le gourou, le maître. Et après, tu as ta journée. D'accord. Donc du coup, toi, je sais pas si tu as lu le livre ou vu le film avec Julia Roberts, Manche Prix M, mais du coup dans la partie Oui, prix. bien sûr. Donc est-ce que c'est ça qu'elle fait? Parce que du coup elle part en Inde. Dans un ashram, oui, c'est C'est ça, ça. tout à fait. Tu vas là-bas. Parfait. Et généralement, l'ashram, c'est pour se trouver à l'intérieur. Parce que Mhm. tu vas discuter avec des maîtres, tu vas discuter avec des étudiants. C'est la question universelle. Qu'est-ce que je fais? Qui je suis? Mhm. Où je dois aller? Avec qui? Voilà, tu vois, ça, c'est ce genre de choses. Et donc, tu vas dans ce genre de choses
appelle ça la quête spirituelle. Tu vas dans ce genre de lieu et tu essaies de trouver qui tu es. Est-ce que tu dois faire sur cette vie? Est-ce qu'on doit vraiment travailler, gagner de l'argent, construire une maison, avoir un crédit sur 150 ans, avoir 4 enfants, un chien, 3 voitures? Est-ce que c'est vraiment ça, tu vois? Je l'ai fait, j'ai tout expérimenté. Avant mes 30 ans, j'ai tout expérimenté. J'ai travaillé à la recherche, tu vas dès que tu finis tes études, tu rentres à ton CDI, fonction publique, voilà, t'es conditionné. J'ai acheté un appartement, une voiture, j'ai été en couple, après je me suis séparée, après tu rencontres des gens, tu vois? T'as même expérimenté d'avoir des enfants à travers l'orphelinat, du coup? Ouais, non. Ça, on le met de côté pour le moment. C'est pas ma priorité, et même toutes les personnes qui me connaissent le savent. Ah mais je te suis, hein, je suis pareil que toi. Moi j'ai annoncé à mes parents il y a quelques années en arrière, je suis désolée les gars, mais si vous voulez des petits-enfants, parlez avec mon frère parce qu'ils viendront pas de moi. Ouais, trouver ailleurs, il y a d'autres enfants, il y a d'autres personnes qui veulent concevoir, pas de problème. Et puis on est combien? 7 milliards sur cette terre, on va encore rajouter d'autres? Non. Ça suffit, on va laisser la planète tranquille pour un certain temps. Hein? Je vais m'occuper de moi, ça va être pas mal. Il y a du boulot. Ouais, et c'est ça en fait, parce que si tu t'occupes, tu fais des enfants, tu t'oublies. J'ai des amies, elles savent plus qu'elles existent, parce qu'elles se sont complètement dévouées aux enfants. Respect à tous les parents, vraiment, total respect. Mais chacun son chemin, je pense. Moi je trouve que parents c'est le plus dur des boulots, hein, je te le dis franchement. C'est pour ça se respecte, vraiment, respect à eux, et voilà. Et donc en fait, voilà, je te dis, depuis 4 ans, je suis dans ma quête spirituelle. C'est vrai que j'ai essayé de faire comme tout le monde à un moment, pas comme tout le monde, mais voilà, aller visiter, faire le tour du monde, aller de pays en pays, faire le voyageur. J'ai adoré pendant ce moment, je l'ai fait pendant 2 ans à peu près. Voyager, faire le backpacker, tu sais, aller dans les hostels, rencontrer des voyageurs, faire un bout de chemin avec eux. J'ai adoré ce moment-là, mais à un moment donné, j'ai dit, ça y est, ça stoppe. Même si j'ai pas fait le tour du monde, c'est pas grave. J'ai fait le tour de moi-même. Je crois que c'est le plus beau des voyages. Et maintenant, il est temps de s'aligner, de se poser quelque part et de continuer sa recherche personnelle et voir qu'est-ce que je peux faire pour les autres. Ça a été une question. Ouais. Et donc, l'Ayurveda m'a beaucoup aidée pour moi-même parce que c'est vraiment un art de vivre aussi. Donc, yoga, Ayurveda, c'est une combinaison parfaite pour vivre 150 ans. Vraiment. Tu veux nous en dire un petit peu plus du coup? Parce que moi je connais pas en détail, j'ai fait quelques recherches avant de t'appeler bien évidemment, mais du coup pour ceux qui nous écoutent. Ouais, c'est basé sur tout ce que la terre, notre chère terre-mère nous offre. Donc les plantes, les fleurs, les racines, les fruits, tout. Et ils en font des mixtures pour prendre soin de soi en mode soit prévention, soit en mode curatif. Donc, par exemple, tu as des problèmes d'estomac parce que c'est la maladie du siècle, hein, les problèmes d'estomac. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'après c'est très anatomique, mais l'estomac, c'est la concentration des émotions. Ce qu'on n'arrive pas aussi à exprimer parce qu'on tellement on est oppressé, on n'a pas le droit de dire ce qu'on ressent, nos émotions, tout ça. Donc on garde tout ici. Et donc on se détériore de l'intérieur. Et donc l'Ayurveda va t'offrir des plantes à prendre, à consommer 1 à 2 fois par jour pour relâcher tout ça. C'est la médecine traditionnelle. C'est une médecine alternative aujourd'hui à l'allopathie, par exemple. Tout ce qui n'est pas chimique, c'est la nature qui va te l'offrir. J'adore. Au lieu de te prendre un Malox, tu vas te prendre un Triphala, tu vois. D'accord. Triphala, c'est la combinaison de 3 plantes, par exemple. C'est ça. Ici, en Guadeloupe, donc par exemple, contre le Covid, ils veulent prendre une plante, ils veulent pas prendre le vaccin et ils ont la zerbe à pic. Est-ce qu'en Inde aussi, ils ont cette façon de voir les choses, à dire non, je ne veux pas prendre le vaccin, je crois en pouvoir de cette plante. Et quelle serait cette plante justement? Ils veulent prendre le vaccin, oui, ils veulent se faire vacciner ici. Ils sont très ouverts à ça. Ah, ok. Mais en parallèle,
ils prennent leur mixture de gingembre, curcuma, eau chaude le matin. Voilà, ça c'est une mixture, tu vois. Regarde, c'est ce que je suis en train de boire. Voilà, Je te promets, je suis en train de boire un thé qui est curcuma, gingembre et... Ouais, curcuma, gingembre et c'est un thé, donc c'est dans de l'eau chaude. Ben voilà, c'est ça en fait. Parce qu'ils vont se faire vacciner, mais en même temps, ils vont prendre tout ce qu'il faut pour être en bonne santé. Super. Tu vois? Par exemple, il y a des boules, tous les matins, tu peux te prendre une petite boule de curcuma miel. Tu fais une petite boulette de miel curcuma, tout va bien. Ça peut se fabriquer soi-même à la maison, sa petite boule? Bien sûr, tu te fais ça, une petite boule de curcuma avec une toute petite pincée de poivre pour que le curcuma accroche partout dans ton corps, et ta petite boule de miel, et voilà, t'en as pour 150 ans. Super. Et après, tu peux te boire ta petite potion magique de citron. Alors, jus de citron, pincée de sel, eau chaude, ça te nettoie ton foie et ton estomac. C'est ce que font les Indiens, en fait. Tous les matins, ils boivent ça à l'eau salée. Ils mâchent aussi dans le sud. Ils ont beaucoup d'arbres de Nîmes. Vous aussi, vous en avez. J'ai vu chez vous, vous en avez beaucoup. Mais ici, ils aiment bien le mettre dans le rhum, surtout. Ah, bon, tu vois, chacun sa médecine. Mais du coup, oui, parce que ça a une couleur assez foncée. Et ça marque un peu, non? Ouais, le Nîmes, c'est très, très amer. Très, très amer. Mais c'est très bon pour nettoyer le sang, tu vois, par exemple. D'accord. Tu nettoies ton sang avec ça. Tu as du gougoul aussi. Je pense que vous avez du gougoul. Ah, ça, je connais pas. Voilà, c'est très bon aussi. Tu as aussi de la moringa. La moringa, c'est très bon. Vous en avez partout en Guadeloupe. J'en ai vu partout. C'est vrai? C'est quoi comme plante? C'est un arbre. C'est un arbre. C'est un arbre. Alors, ils appellent ça ici un holy tree. Ah, ok. Holy tree, comment on dit en français? Bah, c'est un arbre qui soigne. Sacré. Ouais, sacré, ouais. Ouais, voilà. Et en fait, la moringa, tu manges ça, c'est très bon. C'est mieux que manger une cuisse de poulet. D'accord. Ouais. Donc oui, en fait, toi, ce que tu dis, c'est vraiment... tu es dans tout cette... Enfin, c'est même pas une médecine préventive, en fait. C'est comment prendre soin de son corps au quotidien pour justement être épanoui et vivre longtemps, en fait. Être en harmonie avec toi-même. Donc ça, c'est ma reconversion. Donc aujourd'hui, je suis... si on veut mettre un nom sur ma profession ou dire... Parce que j'aime pas trop dire que j'ai ce métier, parce que pour moi, c'est pas un métier. Mm-hmm. Mon métier, c'est me découvrir, être à la recherche de moi-même. Mais ouais, je pratique les massages thérapeutiques par l'Ayurveda. Je suis thérapeute ayurvédique, professeur de yoga. Si on veut mettre un nom sur ce que je fais exactement, pour ceux qui veulent absolument savoir comment elle gagne de l'argent. Évidemment qu'on veut savoir. Elle fait. Ça fait 1 an et demi qu'elle est en Inde, mais comment elle fait? Oui, ça c'est une question qui revient à chaque fois. Depuis que je suis partie, 4 ans, mais comment tu fais? Comment tu fais pour vivre? Mais ça, c'est drôle. Tu sais quoi, je vais te dire un truc. Moi, ce que je trouve assez triste dans le monde où on vit actuellement, c'est qu'une des premières questions qu'on va te poser, que ce soit tes amis ou ton entourage, c'est comment tu t'en sors financièrement. Mais personne ne va te dire est-ce que tu es épanoui? Est-ce que tu es heureux? Et c'est pourtant la question tellement la plus importante. Et moi, on m'a encore dit récemment, mais oui, c'est bien beau, tu fais tes podcasts, etc. Mais ça t'apporte quoi? Parce que ça ne m'apporte rien sur mon compte en banque. Oui. En fait, c'est dommage qu'on s'arrête là. Oui, le podcast ne m'apporte rien sur le compte en banque. Au contraire, il me coûte de l'argent et de mon temps. Mais tout ce qu'il m'apporte, c'est incroyable. La liste, elle est très longue. Et c'est limite embêtant de devoir se justifier par rapport à ça. Et je trouve que c'est dommage... C'est dommage d'être dans cette mentalité, donc ça me fait trop plaisir de parler avec toi. J'ai l'impression qu'on est beaucoup plus alignés sur ce que doit être la vie en fait. Et c'est marrant parce qu'on a le même âge. Donc, voilà. Mais qu'est-ce que la vie? Tu vois, c'est quand tu vas voir un maître et tu leur poses la question, mais qu'est-ce que la vie? Mais c'est ça. Ah, et donc ils te la retournent sur une autre forme. Et toi, qu'est-ce que tu penses? C'est ça. Comment tu l'expérimentes? Il faut juste l'expérimenter. Peu importe la façon, juste expérimente les choses. Et voilà. Là, aujourd'hui, je suis en Inde, je suis sur l'Himalaya. Je suis dans l'Himachal Pradesh, exactement. Particulièrement dans la ville du Dalai Lama, qui s'est expatrié lui aussi, exilé précisément. Donc, tu vois, je suis pas très loin de lui. Et il s'appelle Dharamsala.
Et tu te dis, mais il n'y a pas plus beau. Il n'y a C'est pas clair. plus beau que ça. C'est T'es clair. entouré de montagnes, t'es entouré des vaches, des chèvres. Je suis loin de toutes vos histoires là de ça, de masques, de vaccins. Ouais, on entend parler de tout ça, mais qu'est-ce que je m'en Bah t'as bien raison. Franchement, je suis d'accord avec toi. Et du voilà. coup, toi tu m'avais parlé, quand on a un petit peu échangé, tu m'avais parlé que tu avais un e-visa. J'aimerais bien que tu reviennes rapidement dessus parce que c'était un visa que je ne connaissais pas. Et du coup, j'étais curieuse de savoir déjà comment il s'obtient et puis si tu peux nous dire un peu les quelques spécificités. Je sais pas si c'est propre à l'Inde ou à plusieurs pays en Asie, mais je serais curieuse d'en savoir un petit peu plus. Alors le e-visa, il est arrivé, je crois, il y a, je sais pas exactement, peut-être 4 5 ans pour l'Inde. Parce qu'à la base, tu devais aller à l'ambassade, avoir ton tampon sur le passeport. Mais ça s'est ouvert il y a, je crois que quand j'ai commencé, il y a 4 ans à peu près, ça a commencé pour 2 mois seulement. Et il y a 2 ans, ils ont proposé plusieurs formules. C'est-à-dire pour 1 mois, 1 an, 5 ans. Pour les Français, je parle. Après, pour les autres pays, tu en as d'autres. Et le prix est le même si tu restes 1 an ou 5 ans. À l'époque, quand je l'ai fait. Donc, c'est e-visa. Et en 3 jours, tu fais en online, sur Internet. Tu vas sur le site de l'immigration officiel, bien sûr. Mhm. Et tu remplis ton application, tu remplis ton formulaire. Tu fournis tous les documents comme si tu allais à l'ambassade, en fait. Et en 3 jours, tu as ton granted, comme ils disent ça. Et voilà. Moi, j'ai un 5 ans, donc le maximum pour les Français, parce que c'est un accord qu'il y a entre les pays. Par exemple, les Américains, eux, c'est 10 ans. Mais par exemple, pour la Belgique ou pour l'Allemagne, c'est seulement 1 an. Il n'y a pas 5 ans. Ok. Donc, c'est vraiment des accords entre pays. Et en 3 jours, tu l'as. Juste, tu remplis comme si c'était... Voilà. J'aime bien comme c'est toujours plus pour nos amis américains. Ouais, bah, que veux-tu? Et du coup, Et, mais donc, il coûte combien ce visa à peu près? 80 euros, Oh, 80 dollars. ouais, négligeable. Voilà, et écoute, c'est pareil si c'est 1 an ou 5 ans. Donc je me suis dit, bon, je pense que je vais passer du temps en Inde, alors je vais prendre 5 ans. Et donc ça, c'était il y a 2 ans. Donc c'était avant toutes ces histoires-là. Mhm. Et j'ai fait plusieurs allers-retours. Et par exemple, la seule condition, c'est qu'après 90 jours, tu es obligé de quitter le territoire. Et si tu veux revenir, voilà, tu reviens. Mais il faut, après 90 jours, de suite, tu dois quitter et revenir. Ah ok. Mais tu peux aller au Népal et revenir quoi. Voilà, par exemple, tu peux faire avant toutes ces histoires-là, tu pouvais prendre le bus, traverser la frontière, rester une journée à la frontière du Népal, hop, et tu revenais, et tu continuais ton chemin. Mais là, ça fait depuis 1 an et demi, ils ont annulé tous les visas. Ils ont suspendu et annulé tous ceux qui avaient des visas de ce genre. Et pour les étrangers qui étaient là, qui sont là depuis le début de la pandémie, on fait que des extensions. Tous les mois et demi, on étend nos visas gratuitement. Donc ça fait 1 an, presque 1 an et demi, que je fais ça presque tous les mois et demi pour pouvoir rester. Donc jusqu'à ce qu'ils nous autorisent, jusqu'à ce qu'ils réouvrent les frontières, c'est comme ça. Mhm. Mais en attendant, toi, t'es bien là dans ton petit cocon. Ou d'ailleurs, quand tu m'envoyais des vocaux, on entendait les oiseaux et tout, c'était trop bien. Attends, parce que alors ça fait 1 an, et cette année-là, j'ai voyagé dans le pays. Ok. Nous, on a eu l'autorisation. À un moment donné, ils ont réouvert comme en Europe les frontières sans test, sans rien du tout. Vraiment rien. Juste, tu prenais le train, hop, et tu allais où tu voulais. Tu prenais l'avion, et voilà. Mhm. Donc, moi, j'ai commencé à Rishikesh, donc c'est dans le nord du pays. C'est la capitale du yoga. C'est la terre sacrée, où tous les sadhus sont là, où toutes les écoles de yoga, les ashrams sont là. Bon, c'est une terre vraiment très riche spirituellement, mis à part l'aspect commercial. Hein. Mais voilà, ta terre, tu as le Gange aussi qui part de là-bas, qui redescend après le long du pays. Et après, j'ai voyagé dans le Kerala. J'ai fait un passage express à Goa. Et après Kerala et Tamil Nadu, et je suis remontée dans le nord parce que maintenant il fait trop chaud. Dans le sud, il fait beaucoup trop chaud.
Maintenant, ça fait 3 mois, à peu près 3 mois que je suis là, dans 2 mois que je suis ici, et voilà. J'imagine qu'en tant que femme solo, tu t'es toujours sentie en sécurité là-haut. Je me suis toujours sentie en sécurité en Inde, toujours. De la première fois que je suis arrivée, vraiment en tant que pleine découverte, à aujourd'hui. À aucun moment, je me suis sentie vraiment en danger pour quoi que ce soit pour parce qu'on entend beaucoup parler, hein, les voyager, femmes seules en Inde, oh là là, dramaturgia. Mais vraiment, vraiment. Après, je pense qu'il y a du bon sens. C'est comme tout, tu vois. J'ai Oui. voyagé, j'ai pris le train toute seule, j'ai pris le bus toute seule. Je me balade toute seule. Des fois, tu rencontres des compagnons de route, c'est super, mais la plupart du temps, je fais tout toute seule. C'est drôle parce que tu m'as dit offline que toi tu te considères pas comme une expat, mais moi pour moi tu es une expat, hein, parce que même si tu es une voyageuse ou autre, pour moi expat c'est juste ne pas être dans son pays où on a grandi. Et là en plus que tu y es déjà depuis un an, pour moi je te considère comme une expat. Et du coup, comment ça se passe au niveau de la sécurité, par exemple sécurité sociale, si tu dois aller chez le docteur? Bon, j'imagine que tu ne dois pas souvent y aller parce que tu dois prendre bien soin de toi. Mais si tu devrais aller dans une pharmacie ou autre, comment ça se passe pour toi du coup? Ah, bah déjà, ici, il n'y a pas d'assurance maladie, comme ça, on est Voilà. clair. Eh ben c'est Donc, réglé. si ici, disons, pour les locaux, ils n'ont pas ça. Si tu as l'argent, tu vas te faire soigner, tu n'as pas d'argent, tu restes, t'es malade. Ok. Bon, déjà, c'est clair. Mhm. Les hôpitaux sont accessibles à tous, les docteurs sont accessibles à tous, les dentistes, n'importe quoi. Mais j'ai pas d'assurance, bon, je ne sais pas si je dois le dire, mais j'ai pas d'assurance voyage, j'ai pas d'assurance hors pays. Je crois en ma bonne étoile. J'allais dire, ça c'est un choix après que toi t'as fait, mais c'est vrai qu'on est libre toujours de Voilà, prendre une assurance. c'est ça. Je pense que la seule fois où j'ai pris une assurance, vraiment, vraiment, c'était quand j'ai fait mon trek pour l'Everest. Mhm. C'était au Népal. J'ai appelé ma maman 2 jours avant de partir. Je dis, ouais, est-ce que tu peux m'assurer à plus de 4500 mètres d'altitude? Oui. Ça, C'est tout. c'est pas une mauvaise idée ça, parce que si tu dois te faire transporter par hélicoptère, ça peut coûter cher. Ouais, c'est la seule chose que j'ai dit. Et après, je dis, ouais, pour 2 semaines, ça suffira. Et c'est tout. Je pense vraiment à mon étoile qui est là pour me protéger. S'il y a quelque chose, il y a quelque chose. Mais oui, c'est vrai que je vais à la pharmacie parce que tout ce qui est. J'ai eu des soucis pendant quelques mois d'intestin. Mhm. On attrape facilement des parasites. Donc, j'ai été malade pendant quelques temps l'année dernière. Donc, ouais, des probiotiques, mais voilà, c'est juste, ça coûte rien en même temps. Comparé à chez nous, ça coûte vraiment rien. Ouais, Donc, tu te j'imagine. dis, bon, tu payes. Mais si tu dois vraiment te faire hospitaliser, j'ai des connaissances qui ont dû vraiment se faire hospitaliser à cause justement des problèmes digestifs, moi, je me rappelle plus du nom de la maladie. Bref, c'est tout ce qui est des déficiences du système. Tu dois rester à l'hôpital. Ouais, là, tu as besoin d'un peu plus Mhm. d'argent, pas d'assurance, voilà. Ouais. Après, le dentiste. Ah si, oui, j'ai changé mes lunettes. Si ça peut intéresser. Parce que je suis myope et astigmate. Donc D'accord. j'ai été consultée et j'ai changé mes lunettes en même temps. Voilà, tu vois. Et Mais ça coûte rien. J'en ça... ai eu pour 20 € deux paires. Ah oui. Et puis en plus elles sont super jolies. Voilà, j'ai eu la consultation, plus les lunettes, les verres, et voilà. Donc je me dis, bon, je pense pas dans l'immédiat avoir besoin d'assurance. Voilà, j'ai toujours la sécurité sociale, mais vu que je l'utilise pas, parce que quoi qu'il arrive, on n'est pas assuré à l'étranger. Mhm. C'est ça. Parce que quel que soit, on a besoin, si on voyage, ou même quand on s'expatrie, c'est à nous de payer en plus d'assurance, c'est ça. Mhm. C'est ça. Donc oui, voilà. Et pour se loger, ça se passe comment quand tu cherches un logement? Ça bien, ça se passe très très bien. Mhm. Pas, souvent c'est du bouche à oreille. Là, généralement, là en ce moment, je suis dans une famille. D'accord. Parce que être avec le local, avec les familles, ouais, j'aime bien. Tu fais à manger avec eux, tu parles avec eux, tu fais les choses. J'ai des vaches en bas de chez moi. Trop bien. Tu vis localement, tu vois. Je pense que quand tu vas dans un pays, que tu voyages ou que tu restes vraiment en pied à terre,
c'est bien de vivre local. Parce que si tu vas dans un pays que tu dis, ouais, j'ai fait le 5 étoiles, Mm, j'ai ma chambre tu vois, de luxe, ouais, j'ai visité l'Inde. Ah, t'as visité quoi comme Inde? Le 5 étoiles, c'est ton clair. confort. Va vivre avec la famille, va vivre l'Inde, va être soit en immersion, tu vois. Mhm. Tu payes combien à peu près par mois pour être logé? Ça dépend vraiment où tu veux. Tu as tous les prix, Ouais. mais voilà, je pense que alors ici, tu peux trouver facilement entre 6 000 et 8 000 roupies. Ça reste raisonnable, tu as ta chambre et tu as ta salle de bain. Ça fait à peu près entre 60 euros, 90 euros, quelque chose comme ça, Par par mois? mois. Ah oui, c'est Ça reste raisonnable. c'est clair. Waouh. Et puis tu peux manger vraiment, si tu fais pas non plus trop voilà, si tu t'es pas trop gourmand, si tu manges normal, tu manges local, Mhm. voilà, au petit restaurant du coin, on appelle ça au daba. Daba, c'est les petits restaurants là, les petits boui-boui. T'en as pour 100 roupies. 100 roupies, c'est 1 euro, un peu, 1,20 € 30, tu vois. Mhm. Et tu manges bien. Avec ton petit chai à 20 centimes. Ton chai, c'est le thé indien. Mhm. Le thé au lait avec les épices et Oui, tout bah ça, avec le... Patrice m'a fait découvrir ça, c'est trop trop bon. Ah, voilà, t'en as pour 20 centimes, ton café 30 centimes. Ouais, tu vis bien, tu fais le calcul. Je pense que la fille, elle s'en sort pas trop mal, quoi. Ah Tu vois, ouais. avec ses petites économies, avec bon, ce qu'elle peut ramasser avec son savoir-faire, Mhm. elle s'en sort pas trop mal. Elle se débrouille bien. Génial. Ouais, non, c'est important de le signaler parce que des fois, c'est vrai qu'on se dit, il va me falloir des milliers et des milliers, mais finalement, non, si on veut vivre une expérience quelques mois, on n'a pas besoin d'économiser 10 000 euros, quoi. Ça dépend quel genre de voyage tu veux faire. Ça dépend Oui. si tu vas dans un pays comme l'Inde, on parle de l'Inde aujourd'hui ou au Népal, parce que c'est mes 2 pays coup de cœur. Vraiment, c'est des pays. Quel genre de vie tu veux? J'ai croisé des personnes qui vivent pour 15 euros la nuit. Oui. Quand je te dis que moi, je vis pour 3 euros la nuit et je suis très bien. Mhm. Tu vois, j'ai ma chambre, j'ai mon lit, j'ai mon espace, j'ai ma salle de bain, j'ai mes toilettes. Très important, ça. Très, très important. C'est clair. Pour 3 euros la journée, tu vois. Tu manges pour 1,50 €, 2 euros grand maximum. Tu t'accordes un petit cake de temps en temps. Oh, 50 centimes. Ouh. Tu fais le calcul, tu peux en avoir pour 300, 400 euros par mois, maximum, tu vois. Et Mhm. encore, c'est très, très large. Ça dépend vraiment. Mais vraiment, ça dépend comment tu veux vivre, quelle expérience tu veux dans ces pays-là. Parce que tu as tous les prix. J'ai des amis qui vivent à 15 euros la nuit Ouais. et qui vont dans les restaurants recommandés par TripAdvisor à 5, 7 euros. Ou qui voyagent en première classe dans le train. Première classe, c'est parce que tu as l'AC, comment on appelle ça, AC, Oui, la la clim. clim. Mhm. Et tu es tout seul dans le wagon. Moi, ça me dérange pas de partager mon espace avec 6 personnes, tu Bah vois. oui, mhm, carrément. Ça dépend vraiment dans quelle optique tu veux voyager, tu veux découvrir le pays. Mhm. Parce qu'il y a pour tous les prix. Vraiment. Top. Oui, et Ouais. puis enfin moi, enfin j'avais hâte justement de pouvoir parler avec une personne qui se trouve en Inde. Donc pour information, Katia et moi on ne se connaissait pas, mais on a une personne ici en Guadeloupe qu'on a en commun et donc on a été mis en relation comme ça. Et moi en fait, quand j'ai commencé mon expatriation aux États-Unis, j'ai partagé mon bureau avec une ingénieure d'Inde. Et j'ai même été invitée à son mariage et enfin j'adore cette culture. Alors je parle même pas de la bouffe, mais j'adore ce qu'il mange. Même si je suis pas végane, il n'y a pas de souci là-dessus. Je peux devenir végane demain si j'étais en Inde. J'adore tellement ce qu'ils mangent. Et je trouve que c'est des personnes mais tellement généreuses qui sont prêtes à t'aider, à t'accueillir. C'est incroyable. Donc j'ai hâte de pouvoir aller découvrir l'Inde un jour, je te le cache pas. Ah, tu vas adorer parce que là, c'est ça en fait qui fait vraiment la différence avec notre société, avec même notre pays, hein. Mhm, L'accueil, la chaleur, l'entraide, la solidarité, tu vois. mhm, C'est ce qui nous manque vraiment en c'est ça. France et en voilà. On va parler de la France parce que voilà, on vient de là. Mais quand tu rencontres quelqu'un qui te pose la question est-ce que tu as besoin d'aide? Ah bon, ça existe ça?
Bon, d'accord. C'est ça. Viens chez moi, viens manger, viens boire un chai. Il me connaît de nulle part. C'est T'es ça. perdu, ok, viens, mange. Parce que pour eux, ils peuvent, quand tu rencontres quelqu'un que tu as vu une ou deux fois, ils vont te demander salut, ça va? Est-ce que tu as déjeuné? Est-ce que tu as dîné? C'est tout. Il n'y a pas où tu vas où, tu fais quoi? Non. Parce que pour eux, tant que tu as mangé, il n'y a plus aucun problème. Génial. Tu vois? Et donc, des fois, c'est un peu étonnant parce que qu'est-ce que ça peut te faire si j'ai mangé ou pas? Ouais, j'ai déjeuné et donc, non, c'est bon parce que c'est le plus important pour Moi, eux. Tu vois, si moi, tu je serais en manges, mode, c'est que qu'est-ce qui se passe? c'est bon. Je pue du bec, c'est quoi le problème? Oui, aussi. T'as mangé quoi? Pourquoi je sens l'ail? Ouais, non, c'est surtout aussi parce que, bon, après, vu ma carrure, c'est vrai que je suis un peu très fine. Je suis fine, donc ils ont peur que je sois malade, tu vois. Non, t'inquiète pas, je fais du yoga, je follow l'Ayurveda, c'est tout. C'est ça. Moi, s'ils me voient, ils me demanderont pas si j'ai mangé. C'est évident. Ils sont contents. Tu veux encore? Ils vont te demander, tu veux encore? Non, c'est jamais assez. C'est jamais, non, tu veux encore? Oui. Oh, j'ai des anecdotes avec ça. Bon, on va pas raconter là, mais à l'occasion. Ouais, c'est ça, en fait. Ils veulent, surtout venant des étrangers, on est considérés comme des rois. L'étranger, ceux qui viennent vraiment des autres pays, ils sont à notre service, vraiment. Que ce soit au Népal ou en Inde, ils sont à notre service. Et quand t'as pas ça chez toi, tu te dis non mais ça va, non, c'est parce que c'est la culture. Tu vois quelqu'un qui a ton petit soin qui te demande toutes les 5 minutes, tu veux encore à manger, tu veux encore boire un autre chai, un autre coffee. Donc ouais, on n'a pas l'habitude parce que nous c'est une assiette chacun. Pas trop, ou voilà, on avait prévu 8 à table, hein, 9 c'est limite. Par contre, moi, un truc que je me souviens qui m'avait marqué justement, donc j'avais partagé mon bureau avec une indienne et à un moment donné, j'étais aussi avec un homme d'Inde. Par contre, un truc qui m'avait choquée, surprise, on va dire, au départ, c'est que quand ils ont fini de manger et qu'ils ont très bien mangé, il m'a dit que faire un boro, ça exprime qu'il a bien mangé. Et oui, il y a le ro et le paix. Ah, moi j'ai jamais eu le droit au paix, Dieu merci, mais non, on était dans un bureau à un moment donné, donc j'étais avec un Américain qui avait à peu près, je dirais, il devait avoir 40-45 ans, et cet homme d'Inde qui devait avoir peut-être, je dirais, 30 ans, si ce n'est moins. Et moi j'étais là en stage, donc la petite française de 20 ans qui débarque. Et moi c'est vrai que j'étais derrière mon ordinateur et je l'entends rôter. Et ça m'a surprise. Et là l'américain qui commence à péter un plomb et qui me regarde. Mais Kelly, est-ce que tu trouves que c'est poli toi de rôter comme ça? Je lui dis ben c'est un peu surprenant. Nous en France on ne ferait pas ça. Et moi mon papa il m'a toujours interdit de rôter. Et lui il essayait de nous expliquer mais c'est dans ma culture et le pauvre. On était mais non mais c'est pas possible ici en fait. Ouais, et c'est ça en fait, quand on vient dans ces pays-là, il faut être prêt à tout, parce que quand tu penses que c'est fini, hein, il y en a encore. Et ça fait partie de c'est pas fini, d'accord. Est-ce que ok, Est-ce que tu aurais une anecdote, toi, justement, de quelque chose qui t'a vraiment surprise, pas forcément dans le mauvais terme, hein, mais dans quelque chose oui, il y en a plusieurs. Une, c'était au Népal. J'étais au Népal, pas très loin de la frontière indienne, justement dans le Far West du Népal. C'était vraiment dans un village, voilà. Et j'ai été invitée dans une famille. Et l'oncle, en fait, j'étais avec une copine, il a voulu nous faire visiter le coin. On s'est posé quelque part sur l'herbe et il parlait avec son neveu. Il était allongé sur l'herbe et puis il parlait et puis il nous a lâché un beau paix comme ça, très expansif, tu vois. Comme si rien ne s'était passé. Il continue de parler avec ma copine, on s'est regardé, ça faisait peut-être 3 semaines qu'on était au Népal, 4 semaines, un mois. Ah, d'accord. Ok, c'est tout. Il n'y a pas de pardon. Oups. Non. Mais d'accord, ok. Très bien. Continue, je t'en prie. Donc ça a été notre première expérience au Népal pour nous mettre dans le bain. Voilà. Ouais. Bon bah écoute, c'est bon à savoir si on va là-haut, s'il faut... Ouais, il faut être prêt à tout. Le chaos est partout. Et comme génial. on dit en Inde, everything is possible. Everything is possible. Et aussi le slogan de l'Inde, c'est Incredible India, non? Ah ouais? Ouais.
Incredible India. En plus, je les vois trop bien. Je les vois trop bien dire ça avec leur petit accent d'Inde. Incredible. Ouais, c'est ça. J'adore. Mais tu sais, Ouais. bon, on rigole et on rigole pas d'eux. Hein. J'espère que s'il y en a qui nous écoutent, on se Non, moque non, pas. non, c'est des amours. Non, Voilà. non, non, c'est Moi, des je les amours. On adore. les aime. Attends, je suis là encore, c'est qu'on les C'est ça. aime. Moi, je les adore. Et d'ailleurs, tu sais que Mm. donc à chaque fois que je prépare une conversation avec une femme expat, du coup, je fais toujours, j'aime bien regarder le drapeau et voir un peu l'histoire du drapeau. Et j'ai adoré lire sur l'Inde. Bon, j'ai pas regardé toute la partie historique parce que bon, ça, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, c'est pourquoi ce drapeau en fait. Et donc, je sais pas si tu sais, mais du coup, la couleur safran qui est en haut, elle représente le courage et le sacrifice. La partie blanche du milieu, elle représente la vérité et la paix. Et la partie vert en bas, c'est la foi et la courtoisie. Et donc au milieu, tu as le chakra qui représente la roue éternelle de la loi. Et j'ai cru lire à un moment donné que quelqu'un disait ils veulent que le pays va de l'avant en fait. Et je trouvais que c'était super intéressant d'avoir cette représentation du drapeau. Et du coup, en fait, entre courtois, la foi, paix, courage et tout ça, ben, je trouve que ça les représente vraiment bien en fait. En tout cas, moi, pour les personnes que j'ai rencontrées, c'est vrai que ça les représente très bien en fait. C'est vrai, c'est tout à fait ça. Disons que l'Inde, la terre de l'Inde, est une âme très vieille, très très vieille, tu vois. Elle est riche en spiritualité, elle a une certaine puissance. Mais les Indiens sont des jeunes âmes, très jeunes âmes. Ça veut dire que beaucoup d'innocence, beaucoup de pureté, beaucoup de naïveté, en toute objectivité, parce que le fait d'avoir vécu avec eux, parce que maintenant je peux dire que j'habite avec eux, tu te rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup d'innocence et ça montre en fait leur grand cœur. Parce que l'innocence, c'est le grand cœur, donc la courtoisie, surtout avec nous en tant qu'étrangers. Même pour les aînés, ils ont vraiment ce respect, cette foi, parce qu'ils sont complètement dévoués à leur Dieu. Ils croient vraiment au karma, à la loi, tu vois, la loi du karma, la loi de la vie. Et aussi le fait d'avancer, donc c'est la roue qui fait avancer parce que c'est un pays qui est très lent. Tu vois. Du fait que ce soit des jeunes âmes, donc moins d'expérience dans la vie, dans les autres vies et tout ça, donc moins de... en toute objectivité, bien sûr, c'est tout ce qui est ces constatations, vraiment, de mes années passées ici. Le pays s'est arrêté il y a quelques... Enfin, il s'est arrêté dans certains endroits, on est dans les années 60. D'accord. Vraiment, 50, 60. C'est lent, mais c'est pas pour rien. Je pense que c'est très stratégique. On en reparlera un jour, mais c'est très stratégique. D'accord. Entre le monde qui va très vite comme nos pays et eux qui sont très lents, à un moment donné, il va y avoir une balance. Parce qu'ils sont très intelligents, ils savent très bien faire. Ils sont lents, mais ils font les choses correctement. Vraiment. Oui, ils prennent leur temps, tout est lent. Vraiment, le pays est très lent. J'ai essayé de les aider dans leur business parce qu'ils ont 36 business et j'essaie d'apporter la touche modernité avec eux. Mais au niveau réactivité, percute, c'est lent, tu vois. C'est très intelligent. Ouais, nous de toute façon on fonce vers le burn-out tous, donc eux au moins ils foncent pas vers ce burn-out. Voilà. Ouais. Et donc, mais oui, c'est le drapeau correspond tout à fait avec leur foi. Je pense que c'est vraiment du cœur. Ils ont un cœur immense. C'est ça qu'on retiendra vraiment. Super. Vraiment. Donc là, tu sais, je suis en train de regarder l'enregistreur. J'ai du mal à le croire, mais ça fait déjà 56 minutes qu'on parle. Donc, on va devoir presque conclure. Avant que je te pose les questions de la fin, si aujourd'hui une personne voudrait s'expatrier ou venir quelque temps en Inde, si tu pouvais lui donner un conseil, qu'est-ce que tu lui donnerais ? Qu'elle vienne passer des vacances dans un premier temps. Qu'elle vienne visiter une région en particulier, parce que l'Inde est très grand, avec 29 régions. Il y a de quoi faire pour chaque culture, voir là où elle voudrait s'arrêter, si elle veut s'arrêter quelque part, mais qu'elle vienne d'abord dans un premier temps en voyage,
ou qu'elle puisse découvrir une région. Parce que c'est très long du nord-sud. Tu peux mettre 3 heures en train, de faire nord-sud. Mhm. Qu'elle s'accorde une partie pour un moment, un mois, si elle veut, un an, faire un voyage tout le long du pays qu'elle peut faire. Voilà. Et après, qu'elle prenne la décision. D'accord. Parce que si elle décide tout de suite de s'expatrier, ok, je m'installe en Inde, c'est autre chose. Et puis après, elle peut envisager, oui, de prendre un visa 1 an, 5 ans. Ça dépend de ses envies, de son courage. Mhm. Tu vois, c'est ça. Ok. Et puis, qu'elle s'inquiète pas pour l'argent, ça doit être vraiment... ça ne doit pas être une priorité pour la personne. D'abord, c'est pourquoi elle va en Inde. Parce que les gens qui viennent en Inde, c'est pas pour rien. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec ça. Savoir le pourquoi, et je le dis toujours, j'essaye de le dire assez souvent, c'est s'expatrier, c'est bien, aller dans un pays, c'est bien, mais savoir pourquoi on fait ça, c'est très important parce que c'est ce qui va nous aider à se raccrocher à quelque chose, entre guillemets, dans les moments un petit peu plus difficiles. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et si toi, aujourd'hui, Katia d'aujourd'hui avec qui je parle, du coup, pouvait passer un petit message à Katia qui était rentrée de son premier voyage au Népal et qui allait tout claquer, poser sa dème, etc. Est-ce que tu lui passerais un petit message ? Lâche pas l'affaire, ma grande. Vas-y, jump, jump. Ah, tu as tout gagné en faisant ce voyage. Ouais. Génial. Et donc, pour conclure, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation ou ta chanson préférée ? La vie est un grand voyage, partons la découvrir. C'est toi qui l'as créé ou c'est quelqu'un qui l'a dit ? Ouais, je sais pas, c'est un truc qui est venu quand j'ai créé mon Instagram il y a 4-5 ans. Et depuis, c'est sur mon Instagram là. Je pense que c'est moi. D'accord. La vie est un grand voyage, partons la découvrir. Et take it easy, take it easy. Et garde la pêche. Ah, depuis que je suis petite, je dis garde la pêche. Parce qu'il n'y a que ça de vrai. C'est vrai, Après, c'est vrai. Prends, Tu vois, je pensais que tu allais nous sortir quelque chose que le Dalai Lama nous aurait dit. Ah non, non, c'est trop banal. Ça, c'est trop banal. C'est trop facile. Take it easy. Take it easy, la vie est belle. Non, c'est vrai, la vie est belle. Il faut l'expérimenter, tu vois. On est là. Si toutes les filles qui veulent voyager depuis des années, qui ont ça dans leur tête, mais qu'elles n'osent pas se lancer parce qu'elles ont peur de l'insécurité, elles ont peur du regard des autres, elles ont peur de quoi que ce soit, qu'elles le fassent pour elles-mêmes, qu'elles s'arrêtent un moment, qu'elles ferment les yeux, qu'elles méditent. Qu'est-ce qu'elles veulent vraiment à l'intérieur, et qu'elles prennent leurs décisions. Réfléchir 150 ans, ça n'a jamais vraiment servi. C'est ça. Regarde, en 1 mois, j'ai pris ma décision, j'ai écrit, j'ai posé la lettre de démission. Dis que j'attends. Non, hop, j'ai posté. Mais non, c'est clair. De toute façon, moi je dis toujours, si l'idée commence à déjà arriver dans la tête, c'est comme aller à la salle de sport. Est-ce que je vais à la salle de sport ? Oh, je sais pas si j'ai envie. Et puis tu sais, tu te poses la question pendant 1 heure, bah tu vas pas y aller. Non, tu prends ton sac, tu vas à la salle de sport. Arrête de te poser des questions. Parce que le maître, c'est lui, c'est le cœur. C'est ça. Le maître, c'est lui. Et si la question se repose une deuxième fois, ça sera le mental qui prendra le dessus. Et forcément, ça sera le mental qui dominera. Et alors que c'est le cœur qui est maître de tout. Mais faut-il encore savoir l'écouter ? Oui, c'est ça qui est compliqué. Et pour ça sera le mot de la fin. La méditation, c'est la clé. Je sais que tu as envie que ce soit le mot de la fin, mais... Parce qu'avant qu'on commence à enregistrer, toi et moi, nous avons eu une petite discussion sur la méditation. Donc moi, j'ai dit à Katia que je n'arrivais absolument pas à méditer, mais que je pense qu'en faisant la cuisine et en allant marcher, à écouter des podcasts, ça me faisait une sorte de méditation. Et donc, répète-moi ce que tu m'as dit. Alors la méditation, comme diraient les maîtres, la méditation, c'est la pleine conscience de ce que tu es, de ce que tu fais. C'est une pleine conscience. Ça veut dire que quand tu fais ta vaisselle ou quand tu es en train de cuisiner, quand tu es en train de marcher et que tu sais que tu es en train de marcher, cuisiner, faire la vaisselle, c'est de la méditation. Tu n'as pas besoin d'être assis en lotus, demi-lotus comme un Bouddha, les doigts en mudra pour dire je suis en méditation. Non. La méditation, c'est de la pleine conscience de soi et du moment présent. Ça veut dire que tu es là,
ici et maintenant. Et pas la seconde d'avant ou la seconde d'après. Non, maintenant. C'est ça la méditation. Quand tu es conscient des choses, et plus on va être conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on pense, de ce qu'on dit, et ben là, tu seras maître du mental et que tu pourras trier tout ce qui est un peu le chaos là-dedans, tu vois, un peu de délit dans la tête. Donc, la méditation, ouais, c'est très bon pour la santé. C'est une purification de l'esprit. Super. La méditation. Ouais, et donc du coup, tu m'as fait me rendre compte que je médite environ au moins 1 ou 2 heures par jour parce que entre faire la cuisine, faire la vaisselle, aller marcher et écouter des podcasts, du coup, ouais, c'est pas mal. Tu as ça. Après, bien sûr, il y a d'autres sortes de méditation. Oui. Hein, après, mais voilà. Mais tant que quand tu es assise au bord de la mer et que tu regardes consciemment la vague, bah, c'est de la méditation. C'est ça. Quand tu marches sur le sable, que tu sens la texture, la température du sable, tu es consciente. Ah, c'est le pied droit qui marche, le pied gauche qui se lève. C'est de la méditation. Trop C'est bien. la pleine conscience. Trop bien. Voilà. Franchement, merci. En tout cas, moi, tu m'as ouvert les yeux sur beaucoup de choses. J'ai adoré échanger avec toi, donc je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui vont écouter cet épisode et qui vont apprécier, j'en suis sûre. Donc malheureusement, ça va être la fin. Donc merci beaucoup de ton temps, parce qu'en plus, on a un sacré décalage horaire, donc il est tard chez elle. Ah, par contre, tu vois, j'arriverai pas à finir cette conversation, c'est pas possible. Mais tu sais, quand tu finis et que tu dis namasté à la fin, tu me l'as même mis dans un email. Oui. Tu peux m'en dire un petit peu plus sur ça? Namasté. Alors, namasté, namasté, mon âme salue ton âme. Ah, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Trop bien. Eh ben, Namasté, écoute. les mains en prière, les pouces sur le cœur, la connexion avec toi-même, avec la D'accord. connexion avec l'autre. Et voilà, le fait de baisser, comme on dit, du bald head, baisser la tête vraiment en signe de respect pour l'autre. Namasté, mon âme salue ton âme. Ah, ben on va finir comme ça alors. Tu vois, une bonne façon de conclure. Namasté. Namasté, chère Kelly.